Salut, c'est Mathieu Ludovox et aujourd'hui nous sommes au Festival international des jeux de Cannes 2017 avec Guillaume de Forge Studio. Vous êtes Forge_FR sur Twitter. On vous en félicite. Bonjour. Et donc tu es l'auteur de Arcane Master. Oui, bonjour. En effet, je suis la personne qui a commis ce jeu. Donc ce jeu qui pour l'instant est un jeu pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus et qui va durer environ 40 minutes si j'en crois la boîte de jeu pour l'instant. Ouais, exactement. Aujourd'hui, le jeu est calibré pour ce format de 2 à 4 joueurs, sachant qu'on a dans les cartons le 5e et 6e joueur qu'on aimerait bien développer derrière. Alors c'est un jeu qui est en ce moment sur une plateforme de financement participatif française, Ulule, pour encore quelques jours à l'époque où on tourne cette vidéo, donc 25 jours je crois si je dis pas de bêtises. Et tu vas m'expliquer de quoi il retourne parce qu'en fait j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est que ce jeu. Alors Arcane Master, c'est un jeu donc on va dire familial plus où les joueurs incarnent des sorciers. Il y a eu au Grand Conseil des Mages un décès et malheureusement beaucoup trop de candidats pour remplacer la personne qui a disparu. Et donc les joueurs incarnent ces fameux candidats, donc les fameux sorciers que l'on a ici. Et ils ont donc pour objectif de se départager au cours de combats d'incantation et montrer qu'ils sont les plus prestigieux. Est-ce que... alors, on essaye d'être le sorcier le plus compétent. Est-ce que les sorciers sont... Là, je vois qu'ils sont un petit peu pareils. Est-ce qu'on a des pouvoirs? Est-ce qu'on peut faire des choses particulières avec eux? Alors, les sorciers, en fait, au niveau du jeu, n'ont pas de particularité par rapport l'un par rapport à l'autre. C'est surtout le plaisir d'incarner un sorcier qui nous corresponde. La petite particularité éventuelle, c'est que pour chaque sorcier, ils ont une affinité par rapport à un élément. Et par exemple, ce sorcier a une affinité par rapport à la tornade. Et au contraire, sont sensibles à d'autres éléments. Ici, la sorcière en question craint la roche. Et du coup, par exemple, le magicien de glace va craindre le feu, etc., etc. Exactement, tout à fait, c'est tout à fait ça. Alors, qu'est-ce qui nous fait gagner? Est-ce que c'est un jeu à points de victoire ou alors est-ce qu'il faut accomplir un certain nombre d'objectifs comme éliminer ses adversaires pour gagner? Alors, le but du jeu, c'est donc d'être le sorcier le plus prestigieux. Donc, l'objectif des joueurs, ça va être de gagner des points de prestige qui sont représentés par ces pions. Et donc, en fait, suite à un enchaînement de plusieurs tours, le joueur qui aura gagné 3 pions de prestige aura remporté la partie. Comment on remporte un pion de prestige du coup? Alors pour cela, les joueurs disposent de dés élémentaires, c'est ces fameux dés sur lesquels on a donc des faces correspondant à différents éléments. À l'aide de ces dés, les joueurs vont devoir réaliser donc des invocations, des combinaisons de type poker. Sachant qu'il y a aussi 3 dés qui seront communs à tous les joueurs, un petit peu comme la river au Poker Texas Hold'em. Et donc on va devoir faire une combinaison de 5 symboles entre ces éléments que l'on a propres et les éléments qui sont communs à tous les joueurs. Par exemple, là tu vas nous faire un brelan et c'est tout. Exactement, tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on gagne et à quoi servent ces cartes et comment on interagit avec le jeu en fait? Parce que je veux bien lancer les dés, faire une combinaison, mais qu'est-ce qui se passe après? Voilà. Alors en fait, juste tirer les dés, faire une combinaison en tirant les dés, c'est un petit peu lassant et ça remet qu'à de l'aléatoire. Donc pour pouvoir compenser ça et quelque part faire figurer les espèces de vents magiques qu'il y a autour des sorciers, on a ces fameuses cartes arcanes, qu'on peut le voir comme celle-ci ou celle-ci, qui permettent en fait d'influencer le tour en cours. Donc on va pouvoir tricher quelque part, aller taquiner un petit peu les combinaisons des adversaires ou au contraire renforcer la sienne pour essayer de prendre le pas sur les autres joueurs. Alors comment on les acquiert et comment on les joue? Est-ce qu'on commence avec un certain nombre de cartes? Est-ce qu'on en pioche? Je vois qu'il y a des petits symboles ici. Est-ce que c'est le coût du sort? Alors non, les joueurs vont démarrer avec 4 cartes en main. Et donc au cours de la partie, grâce à leurs sorciers, ils vont en fait programmer leurs dés en déterminant des dés par exemple qui seront destinés uniquement pour jeter le sort. À l'invocation, on va les mettre au-dessus de la carte et des dés qu'ils vont mettre en réserve. Et les dés en réserve vont permettre d'acheter des cartes supplémentaires
qui seront disposées au centre de la carte, de la table. Et donc, avec ces cartes, ils vont pouvoir éventuellement influencer le tour selon leurs envies et les différentes stratégies qu'ils veulent développer. Les cartes, on a en effet des petits symboles qui sont en bas. Ces symboles-là, ils sont essentiellement utilisés dans un principe, dans le cas d'égalité de combinaison. Les sorciers ont, en effet, on a expliqué un symbole fort et un symbole faible. Donc ça va jouer sur la combinaison. Donc on va rajouter de la puissance dans nos symboles en fonction de ce qu'on aura dans notre combinaison. Et en plus, avec ces fameuses cartes arcanes, si on ne les a pas jouées pour leurs effets, on va pouvoir tricher un petit peu plus en rajoutant de la puissance. C'est ces petites jauges qui sont là en bas des cartes. Alors je voudrais que tu me fasses un exemple. Par exemple, imaginons que tu as on va faire une double paire là que tu vas avoir. Donc tu vas avoir 2 feux et 2 airs. Oui. Tu as une double paire. Moi, comment je fais pour gagner et qu'est-ce que j'acquiers quand je gagne ? Alors, pour pouvoir gagner, il faudrait éventuellement... Alors si on part sur une double paire à peu près dans le même idée, donc on va dire... Celui-ci, il a de la roche, il a du feu, il va avoir un deuxième feu et une nature. Donc on se trouve un cas de double paire pour les 2 joueurs. La première chose qu'on va regarder, c'est les symboles de maîtrise des 2 joueurs. Le joueur ici, il maîtrise bien la tornade, donc du coup il y a 2 tornades. Ça va rajouter plus 2 à son invocation pour chaque symbole. Donc il a plus 4. Ici, celui-ci, c'est un petit peu pareil. Il a plus 2 par symbole. Donc ça lui fait plus 4 ici. Donc là, on a une égalité parfaite. On aurait pu imaginer que ce soit pas de la terre, par exemple, ce soit un éclair. Là, ça aurait fait aucun bonus au niveau de son invocation. C'est celui-ci qui aurait remporté parce qu'il était à plus 4 et celui-ci à 0. Bon, là, dans le cas de la roche, on est à plus 4, plus 4. Ils vont donc devoir miser des cartes et rajouter cette fameuse valeur de puissance des cartes arcanes pour pouvoir se départager. Et du coup, quand on gagne, par exemple, admettons que je fasse quelque chose d'un peu plus fort que ça, je vais dire que j'ai fait un full, c'est plus fort que toi. Même si toi, par exemple, tu as fait de la terre qui pourrait me faire perdre, normalement j'ai une combinaison, il me semble, plus forte. Et donc du coup, combinaison plus forte, forcément ça passe devant, même avant qu'on parle de puissance de sort. Donc du coup, on remporte le pion avant son adversaire. Donc pour gagner un pion, on va gagner un pion par manche si je ne me trompe pas. Et en fait, on va gagner le pion en ayant la combinaison la plus forte, en l'ayant influencé. Exactement. En fait, après avoir programmé, donc on va faire nos actions avec nos cartes. On va ensuite regarder les invocations qui sont plus fortes. Celle qui va se démarquer des autres va permettre de gagner le pion. Le joueur devient premier joueur à ce moment-là. Et on recommence à un autre tour où un autre pion est mis en jeu, etc. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait un joueur qui ait récupéré 3 pions. Donc jusqu'à 3 manches gagnantes. Donc tu m'as dit qu'on commençait avec 4 cartes arcanes en main. Donc on va pouvoir les jouer. Est-ce qu'on va les jouer avec les dés en réserve, c'est ça ? Voilà, exactement. En fait, on va avoir notre main de départ de cartes arcanes pour la partie. Et cette main-là, on va pas repiocher des cartes en début de tour suivant. Donc il va falloir réussir à maîtriser sa main. Et notamment jouer sur ces fameux dés qu'on va mettre en réserve. D'où l'intérêt de la programmation, savoir combien je vais mettre pour acheter des cartes ou combien je vais mettre en invocation pour pouvoir compléter sa main. Donc à chaque phase d'action, pour chaque dé que j'ai mis en réserve, je vais pouvoir acheter une carte. Au centre de la table, on va mettre 5 cartes face visible. Par exemple, celle-ci. Hop. Et là, par exemple, je peux décider d'acheter une carte. Je vais prendre celle-ci, elle m'intéresse. On recompose le centre. Et ainsi de suite. Ça va me permettre de recomposer ma main. Et donc du coup, là, on peut ressentir un petit peu le petit côté stratégique. C'est que forcément, plus on va mettre de dés en réserve, plus on va pouvoir se composer une main qui va permettre de tricher. Et plus au contraire on va mettre des dés en invocation, plus on va avoir une probabilité élevée de faire des combinaisons intéressantes. Donc tout le jeu, un des axes du jeu, c'est de réussir à doser en fonction de ce que font les adversaires, la programmation et ce qu'on va acheter ou ce qu'on va utiliser en invocation. Ok, donc on l'a dit en début d'interview, tu es l'auteur du jeu. Est-ce que c'est ton premier jeu ?
Alors c'est en effet le premier jeu, on va dire, qui est poussé jusqu'au prototype en vue d'une édition. Alors, il y a eu des tests de jeux qui n'ont souvent pas dépassé le stade de la feuille. Mais en effet, celui-là, c'est le premier prototype, on va dire, abouti. Mais voilà, il y a eu des jeux avant, des itérations, etc. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi directement le financement participatif pour porter ce jeu-là et plutôt qu'un éditeur traditionnel, on va dire? Alors, cela, plusieurs raisons. La première, elle est uniquement financière. Typiquement, nous on est une petite structure et financer un jeu avec beaucoup de dés spéciaux, c'était quelque chose qui était un petit peu complexe pour nous. Disons que la prise de risque était beaucoup trop élevée, surtout pour la pérennité qu'on aurait voulu pour l'entreprise derrière. Le deuxième chose, c'est qu'on souhaite vraiment que le jeu soit de qualité, donc du coup on a fait le parti d'essayer de le faire fabriquer en Europe, notamment auprès de grands fabricants en Allemagne, à la fois pour gagner en qualité et en maîtrise des délais et des coûts. Donc du coup, l'ensemble fait que la plateforme de financement participatif, donc Ulule actuellement, c'était la solution la plus intéressante. D'autant plus que ça nous permettait éventuellement d'enrichir le jeu et de proposer un jeu de qualité supérieure par rapport à ce qu'on aurait pu faire avec nos propres moyens. Du coup, comment tu prévois tes stretch goals? Est-ce que tu vas avoir une politique d'exclusivité vis-à-vis des boutiques? Est-ce que tu vas te distribuer en boutique? Parce qu'aujourd'hui, le financement participatif, en tout cas le financement participatif avec on va dire des gros projets, commence à se retirer des boutiques ou alors est plutôt frileux face à ça. Comment vous positionnez face à ça? Alors nous, clairement, l'objectif, c'est un jeu qu'on souhaite qu'il ait une véritable vie en boutique. Donc le financement ne sert qu'à mettre un coup d'accélérateur à la réalisation. La vraie vie du jeu, ça va être derrière en boutique. Le problème, c'est que pour que ce soit en boutique, il faut qu'on puisse produire une certaine quantité minimale. Donc on a l'obligation de passer par cette plateforme participative. Et on a un vrai souhait d'intégrer les boutiques dans notre démarche de financement participatif. Aujourd'hui, il y a des boutiques qui sont engagées à être point relais, c'est-à-dire que les participants à la campagne pourront aller chercher leur jeu dans la boutique sans devoir payer le moindre frais de port. Ça a un double intérêt, ça permet que le jeu soit plus intéressant financièrement pour les personnes qui participent et aussi pour faire venir éventuellement des joueurs vers des boutiques spécialisées. Forcément, on propose aux boutiques de pouvoir participer à ce financement-là. Elles auront l'avantage de recevoir le jeu en même temps que les personnes qui auront participé au financement avant la sortie officielle du jeu. Donc voilà, notre souhait, c'est vraiment que ce jeu puisse vivre en boutique. Ok, merci d'avoir répondu à ma question. Quand est-ce que vous pensez livrer le projet? Parce que les Kickstarter, c'est aussi un délai d'attente puisqu'on porte un projet qui n'est pas forcément finalisé. Alors, est-ce que vous avez une visibilité sur quand vous voudriez aboutir le projet, le shipper, donc l'envoyer? Alors aujourd'hui, le projet, il est bouclé, allez, on va dire à 99%. Il va y avoir des petits ajustements qui vont dépendre un petit peu de la relation qu'on va avoir avec le fabricant. Aujourd'hui aussi, en termes de délai, on a un délai qui est fixé avec le fournisseur qu'on a envisagé pour une livraison pour octobre. Si tout va bien, les jeux seront chez les participants. Donc pour Eston aussi, peut-être potentiellement, je sais pas, est-ce que tu as des vues vers l'international? Alors le jeu tel qu'il est aujourd'hui, il est calibré pour être 100% français. On n'exclut pas en effet une version internationale en fonction de l'engouement pour la campagne et de nos moyens à l'issue du financement. Donc l'objectif, c'est pouvoir contenter déjà le public francophone de manière générale. Après, une version internationale, elle peut être envisagée en effet en modifiant légèrement éventuellement les cartes et en mettant de l'iconographie et un retour sur les règles, sur les quelques éléments. Les cartes étant globalement assez simples,
au terme d'effet, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Merci Guillaume d'avoir répondu à toutes mes questions. On va souhaiter une bonne chance à votre campagne Ulule et on se dit à bientôt sur Ludovox. Ciao.